Vous avez été victime d'inceste pendant des années. Pour parler plus clairement de viol, c'était entre vos 11 ans et vos 16 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consistaient ces agressions? Qui les commettait? Moi, je connais un surnom, un certain Cricket. Qui était-il et quels étaient ses agissements? Voilà. Je sais que ce n'est pas très facile, je vous demande juste de le dire avec vos mots. Alors facile, si, parce que ça fait 8 ans que je raconte mon histoire, parce qu'elle est systématiquement libératrice pour les autres victimes qui se reconnaissent dans mon témoignage et qui donnent beaucoup de courage à ceux qui sont dans le silence encore. Donc si je pouvais le multiplier tous les jours, je le ferais. Mais heureux de vous donner la parole. J'en suis pas loin. En fait, comme tout prédateur, comme tout pédophile, ce Cricket, il avait toutes les valeurs, les bonnes valeurs qu'on peut retrouver dans le sport. Hein. Quelqu'un de serviable, arrangeant, disponible, gentil, apprécié de tout le monde. Il avait surtout la confiance de mes parents, qui sont les premières victimes de ce prédateur, puisqu'il avait commencé par à gagner la confiance de mes parents, qui sont aujourd'hui encore dans le traumatisme, dans la culpabilité. Et à chaque fois, j'ai beaucoup d'émotions pour mes parents parce qu'ils ne sont pas guéris eux, encore de ce qui m'est arrivé, parce qu'ils me jetaient dans la gueule du loup tous les vendredis. Ils avaient tellement confiance en lui qu'il fallait que je parte avec lui, que je rentre avec lui, des entraînements de rugby ou des répétitions de musique. Et ce que ne savaient pas mes parents, alors si je rentrais avec quelqu'un d'autre, j'étais puni la semaine suivante d'une de ces deux activités, puisque j'avais désobéi à mes parents. Et ce que ne savaient pas mes parents, c'est que 5 minutes avant de me ramener, ils me violaient. 5 minutes après, ils buvaient le café avec mes parents. Incroyable. Voilà comment fonctionne un prédateur. C'était quelqu'un de la famille? C'était le mari de ma cousine. Et ma cousine, qui malheureusement, que je considérais à l'époque comme ma sœur, quand je lui ai annoncé ce qu'avait fait son mari sur moi, m'a juste dit, je savais. Et bon, ça a été compliqué. Ça a été, voilà, il y a eu une accumulation de... quand à votre cousine? Dès que j'ai pu parler, en fait, moi j'ai pu parler grâce à... Je suis resté 18 ans dans le silence et dans l'autodestruction, comme beaucoup de victimes, avec pas des addictions, mais quand on est victime, on n'est pas borderline, on est jusqu'au boutiste. Donc moi, ça a commencé très jeune dans la violence, sur le terrain, en dehors, extrêmement violent. Après, ça a été l'alcool. C'était un moyen aussi de... C'était une excuse pour se battre aussi, hein, quand on était alcoolisé. Après, ça a été l'argent. Quand je commençais à gagner de l'argent, j'étais interdit au casino. Et le sexe, bien sûr, pour se prouver qu'on était hétéro et pas homo. Comme il nous le disait, hein, à l'époque, on revient 30 ans en arrière. Si tu dis ce que je te fais, je dis à tout le monde que tu es un PD. C'est complet, là, vraiment. Hein. Le rugby et l'homosexualité, à l'époque, ce n'était pas compatible. Le sport non plus. Ça commence à changer, hein, petit à petit. Mais bon, on est encore loin de... Et là, c'est des développements que vous avez développés suite à ces agressions. Mais si je reviens à la période, quand vous avez 11 ans, vous subissez les premières agressions, j'imagine que vous voulez vous confier à quelqu'un, chercher un soutien, de l'aide, une protection. Non, parce qu'en fait, on ne comprend pas ce qui nous arrive. On est dans un état de sidération. Et puis, la main mise sur nous. On ne peut pas le dénoncer parce qu'on ne peut pas croire. Peur de ne pas être cru. Oui. Sentiment de honte aussi, de culpabilité. Pourquoi je n'ai pas dit non? Merde. J'étais dans cette bagnole. Pourquoi je ne me suis pas défendu? Et du coup, dès qu'il me ramenait, il était là aussi. La première fois qu'il m'a agressé, il m'a raccompagné jusqu'à la maison. Moi, je suis parti dans les toilettes, j'ai vomi, je me suis regardé dans la glace. J'ai pleuré une dernière fois à 11 ans et demi. Et là, j'ai commencé à comprendre ce que c'était. Et j'ai eu une anesthésie émotionnelle de mes 11 ans et demi jusqu'à mes 34 ans, hein, le jour du procès, le 29 mai 2013, quand il est parti me noter pour 10 ans. Et bon, il n'en a fait que 4 ans et demi, mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà, toute cette période, je n'ai pas versé une larme de mon corps. Et donc voilà l'état dans lequel j'étais. Pourquoi je ne me suis pas défendu? Mais anesthésie émotionnelle, ça veut dire que vous n'aviez pas d'empathie pour les autres, ni rien aussi ou... J'avais de l'empathie, mais je n'arrivais pas à verser une larme de mon corps. Mais à n'importe quel sujet, que ce soit sur votre cas ou d'autres cas. Tout. Je pouvais perdre quelqu'un. D'accord. Je ne pouvais pas pleurer. Mon corps ne pouvait pas s'exprimer, n'avait aucune émotion. J'étais devenu insensible. Une statue. Mais par contre, j'étais en ébullition à l'intérieur et j'étais obligé de sourire à l'extérieur, hein, parce qu'on ne pouvait pas dénoncer ce type, puisqu'on est 3 victimes quand même de ce prédateur. Hein, et les 3 avoir eu le même changement de comportement brutal et soudain au même moment. Pour vous dire comment il était bon prédateur, on jouait dans la même équipe de rugby, dans le même collège, dans la même banda, dans le sud-ouest. Ça s'entend peut-être que je viens du sud-ouest. Je suis quelqu'un du terroir d'ailleurs, j'aime la chasse. Je suis quelqu'un de traditionnel. Non, s'il vous plaît, Sébastien, ça a été assez dur. Quel âge il avait, Sébastien? Pardon? Quel âge avait-il?
Lui, il a 11 ans, toujours de plus que moi. 11 ans. 11 ans de plus, donc j'avais 11 ans, il en avait 22, donc il savait très bien ce qu'il faisait. Nous, on savait les pas. deux autres victimes, vous parliez avec eux? Excuse-moi, Eric. Oui, on était Les trois, inséparables. vous étiez au courant? Non, on était inséparables. C'est là où il est bon, parce qu'il nous a clivé les deux, les trois. Il nous a dissociés les trois, et on s'est rendu compte qu'il y avait des fois où il nous voyait les trois dans la même journée, sans qu'on s'en rende compte. Et voilà, c'est ça la force de ces prédateurs. Ils avancent masqués. Ils avancent masqués parce qu'ils ont les qualités que peut avoir n'importe quelle bonne personne. Et eux, ils avancent masqués parce que, ils ont cet amour, en plus des gens. Parce que c'est le gars qu'on mettait au bout de la table parce qu'il faisait rire tout le monde. Mais c'est un schéma que je vois chez tellement de victimes, malheureusement. On est des copier-coller. Après, sur les comportements, non. Il y en a qui vont être introvertis, d'autres extravertis. Comme moi, il fallait que j'existe, il fallait que... Mais ces comportements que vous développez petit à petit, ça devait quand même attirer l'attention autour de vous, de vos parents, de vos proches. Au rugby, on avait 3 débiles qui mettaient des coups de poing à tout le monde sur le terrain. À l'époque, ça faisait peur à l'adversaire. Quand on se mettait minable au bord du comptoir, au pied du comptoir, après une 3e mi-temps, voilà, ça arrive. Il y en a plein de copains qui font ça et qui n'ont pas été victimes. Ça passait inaperçu. Ça passait inaperçu. À part que nous, on envoyait quand même beaucoup de signaux. Mais à l'époque, à 30 ans en arrière, il n'y avait personne qui était formé. Aujourd'hui, voilà, on commence à former beaucoup de gens pour identifier. Avec l'assaut que j'ai monté, on forme des gens pour des éducateurs, des professionnels qui encadrent les enfants. Je vais revenir sur enfants. l'association, mais vous avez un peu anticipé, vous avez parlé de procès, de condamnation. Donc il a bien fallu qu'un jour vous parliez, qu'il y ait un déclic, que vous sortiez de cet état presque d'hypnose, de sommeil émotionnel. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un événement qui a déclenché ça? Alors, mon ex-femme qui avait voulu inviter Mathieu, la première victime que j'avais perdu de vue depuis 10 ans, et il lui dit écoute, je viens à l'anniversaire, je fêtais mes 30 ans, je viens à l'anniversaire, qui a une condition, c'est que Cricket ne soit pas là. Il dit attends, pourquoi Cricket? Tout le monde l'adore. Parce qu'il m'a violé. Ah. Donc c'est parti de là, et moi je suis rentré le soir, elle m'a dit il faut que je te dise quelque chose. J'ai voulu faire la surprise d'inviter Mathieu, et il a des conditions. Je lui dis attends, je l'ai vu, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu, il met en plus des conditions pour venir, c'est quoi ce bordel? Et en fait, il a été violé par Cricket. Et puis là, moi, j'ai pas pu parler de suite, parce que 18 ans de silence, c'est pas en claquant des doigts qu'on va les sortir. Donc, nuit blanche. Et le lendemain, elle m'a appelé, j'étais sur la route, elle me dit, voilà comment ça se passait avec lui. Et là, en fait, elle était en train de raconter mon histoire. Oh là là. Donc, je suis rentré, et là, j'ai lâché la bombe à fragmentation. Puisque dans une famille, c'est une bombe à fragmentation. J'avais une très grande famille que j'ai perdue. 18 cousins, cousines, 12 oncles et tantes. J'ai plus personne, à part mes parents. Bien sûr. Comment ça? Ça veut dire qu'ils vous ont tourné le dos ou... Ils m'ont tourné le dos, et puis c'est un sujet qui fait peur aussi. Et puis le nom de la famille, tu vas quand même pas porter plainte pour le nom de la famille. Tu as attendu 20 ans, qu'est-ce qui nous fait chier avec ça? Enfin, voilà, j'ai entendu plein de choses, des coups de poignard dans le dos. Bon, j'ai connu ce que c'était ma première dépression. J'ai arrêté le rugby pendant une saison, alors que c'est ma passion depuis l'âge de 5 ans et demi, parce que j'étais en dépression, je n'avais plus de motivation, j'étais écœuré. J'ai regretté même d'avoir parlé parce que j'avais perdu tout ce que je pensais autour de moi qui allait être un soutien. Bien sûr. Et puis voilà. Et vous avez tenu bon? J'ai tenu bon, j'ai porté plainte. Avant de porter plainte, je vais voir la 3e victime pour lui dire voilà ce qui s'est passé pour Mathieu, pour moi, pourquoi pas toi, puisqu'on était les 3 inséparables. Mais moi aussi. Sauf que lui, malheureusement, à l'époque, c'était la loi, c'était des attouchements, des agressions sexuelles, c'était pas des viols. Donc lui, il avait le délai de prescription qui était dépassé. Il n'a pas été reconnu comme victime par la justice, mais il a été victime lui aussi. Donc il est venu témoigner à la barre. Son témoignage nous a servi à nous aussi pour des éléments supplémentaires dans le procès. Et donc le procès est arrivé, 3 jours de procès, et c'est là où... Mais vous parliez de la famille qui tourne le dos. Est-ce que quand on s'adresse à la justice, qu'on dépose plainte, vous avez reçu un accueil où on prend au sérieux la parole de la victime quand elle parle d'inceste et de viol? C'est triste à dire, mais dans mon parcours de victime, j'ai eu de la chance. Énormément de chance. Je suis tombé sur une psychologue, victimologue et criminologue qui m'a accompagné dans ma résilience. Je suis tombé sur un capitaine de gendarmerie qui m'a filé son numéro de portable. Dès que ça va pas, tu m'appelles. Je me rappelle, il était sur le GR20. Il me dit, Monsieur Bois, j'arrive lundi, vous venez à la brigade, on va discuter. J'avais besoin d'être rassuré. Et je suis tombé sur mon avocat, Fred Launay, qui a été un pilier dans ma résilience et qui est devenu mon parrain, tellement que j'ai un lien fort avec lui. Je ne devrais pas dire ça aujourd'hui, j'ai eu de la chance dans mon parcours de victime. Mais vous voulez dire que certaines victimes n'ont pas cette chance, c'est ça? Mais bien sûr que non. Ah oui. Ça s'améliore. Alors il y en a qui vont dire que non, mais moi je vous dis que oui, je suis sur le terrain tous les jours. Il y a de plus en plus de gendarmes, de policiers qui sont formés à accueillir, à auditionner des victimes. Il y a des spécialistes d'avocats, il y a des brigades de mineurs, il y a plein de choses qui font que
la victime peut être bien accueillie. Il suffit qu'elle tombe sur la bonne personne. Mais je ne devrais plus de dire aujourd'hui, elle a de la chance. J'espère que d'ici 2024, nous on se donne, parce qu'on est un peu dans le champ sportif, 2024 pour qu'il y ait vraiment tout d'aplomb, pareil, comparé à d'autres pays. Mais on y arrive, on avance. L'État... Ça va dans le bon sens. On avance dans le bon sens. Qu'est-ce que vous avez éprouvé pendant le procès ? De la peur, tous les sentiments que j'avais sur un terrain, la pression, la peur et la libération. En fait, c'est ça que... on n'avait pas demandé le huis clos. Grâce au conseil de mon avocat, on n'avait pas demandé le huis clos parce que le huis clos protégeait aussi le prédateur. Et nous, on voulait mettre ce type sur la place du village, lui dire, ben voilà, le cricket que vous aimiez tous, voilà ce qu'il a fait. Il s'est excusé ? Ouais, bon. Et votre cousine qui était, elle était au courant des faits, est-ce qu'elle a eu, elle, une sanction judiciaire ? Alors, elle a eu une sanction judiciaire parce que j'ai dit sur un plateau concurrent qu'elle était au courant. Elle m'a assigné en justice pour diffamation, sauf que dans son procès verbal, c'était marqué noir sur blanc qu'elle était au courant. Donc, elle a été condamnée pour ça. Elle n'a pas été condamnée par rapport au fait qu'elle était au courant parce qu'ils ont estimé que du moment qu'elle était au courant, il n'y a pas eu d'autres victimes. Et donc, ça n'a pas fait d'elle une complice. Vous avez fondé ensuite une association. C'est ça qui est absolument aberrant, parce que, pardon de faire mais c'est ça qui est absolument aberrant, c'est qu'effectivement, je veux bien comprendre que quand les gens sont au courant, ils se disent que de révéler les choses, ça va détruire la famille. Mais ce n'est plus acceptable, parce que c'est de la non-assistance à personne en danger, et je pense que la justice devrait être beaucoup plus sévère avec l'entourage qui sait et qui ne dit rien. Parce que malheureusement, c'est bien souvent le cas. Parfois même, c'est la mère qui est au courant de faits de son mari sur ses enfants et qui ne dit rien. Je comprends, c'est pas facile. Mais en tout cas, on ne peut plus accepter aujourd'hui d'être dans ce silence et cette omerta, parce que c'est véritablement de l'émotion, parce que c'est des situations tellement dramatiques, c'est véritablement des non-assistances à enfants en danger. Non, mais il faut faire passer ce message, c'est très important. Souffre. Et merci pour votre témoignage, et j'en finirai là, parce que plus on en parlera, plus les gens entendront ça, plus les enfants entendront. Parce que beaucoup de victimes pensent qu'en fait, c'est peut-être autorisé quelque part. Parce que les prédateurs, eux, laissent penser qu'on ne doit pas le dire, mais ce n'est pas complètement interdit. Et ça, on devrait vraiment faire une pédagogie immense autour des enfants, à l'école, partout, et certainement ce que vous faites avec votre association, pour expliquer à un enfant que c'est interdit par la loi. Rien que ça, c'est important. Je voulais en venir à l'association, justement, Colosse au pied d'argile. Est-ce que c'était une évidence pour vous que ce n'était pas seulement votre cas qu'il fallait exposer, mais qu'il fallait venir en aide aux autres à travers votre association? Non, c'est quelque chose qui a mûri pendant le procès, et du moment que j'ai libéré ma parole, je commençais à parler dans mon entourage, au rugby, tout ça, et j'avais des copains qui avaient un peu le même comportement que moi. Et j'allais les voir, je lui disais, mais attends, on se ressemble un peu quand même. Ouais, ben moi aussi, j'en ai jamais parlé. Et pendant le procès, en fait, j'ai fait 4 nuits blanches et j'ai dit, mais comment je peux faire pour aider les autres victimes, pour aller protéger ces enfants et libérer surtout, parce qu'un enfant plus jeune, il va être libéré, moins le traumatisme va s'installer, ces mécanismes d'autodestruction qu'on met en place vont s'installer. Et aussi, il faut savoir que plus la victime va parler jeune, elle ne reproduira pas aussi pour 40% d'entre elles les actes qu'elle a subis et deviendrait auteur. Est-ce que vous cauchemardez la nuit, par exemple? Vous avez des rêves encore récurrents de cette époque? Non, tout a été nettoyé par la... Je suis clean, oui, je suis résilient à 100%. Pour preuve, j'interviens aussi maintenant face aux auteurs de violences sexuelles en détention pour éviter la récidive, pour leur faire comprendre l'empathie. Parce que c'est important, parce que beaucoup reproduisent dès leur libération. Et là, on a un gros projet en maillage avec la Fédé de rugby. Bon, on ne sait pas s'il va être validé encore, mais on veut intervenir sur les enfants qui sont suivis par la PJJ, des mineurs, donc auteurs, pour éviter justement cette récidive. Parce qu'il y en a 35% qui récidivent avant leurs 18 ans. Donc c'est énorme encore ce chiffre. Vous voulez dire parmi les victimes ou parmi les prédateurs? Des victimes qui sont devenues auteurs et qui sont fait arrêter et qui vont reproduire avant leurs 18 ans encore. Donc il y a un accompagnement à faire aussi face à ces auteurs qui sont, pour la majorité, victimes de violences sexuelles dans leur enfance. Moi, j'ai été surpris en Polynésie plusieurs fois en prison face à 19 auteurs pédocriminels. Tous ne sont pas tous pédophiles, mais des pédocriminels. La plus grande majorité m'ont dit qu'ils avaient été victimes et souvent ils ont libéré leur parole après mon témoignage, ce qui est énorme. Ouais, donc essayer de briser la chaîne.
On a Mais brisé est-ce la qu'il est chaîne. possible de faire de la prévention? Est-ce qu'il est possible de c'est essentiel, quoi. de Bien sûr. détecter des comportements, d'alerter sur certains comportements? Est-ce que ça, c'est possible? C'est le cœur de métier, hein, puisque je dis métier parce que notre association, j'ai décidé de professionnaliser notre combat pour en faire un métier. C'est bien d'intervenir, mais après, il y a tout ce qui va après, la libération de la parole. Donc, on a un pôle psychologique, un pôle juridique, et on peut surtout multiplier les actions. On est 21 salariés aujourd'hui, que je salue aujourd'hui parce qu'ils sont tous motivés à libérer cette parole. Et on en est à 600 interventions là, depuis janvier. On a sensibilisé 20 000 personnes. C'est énorme. Sensibilisé et formé, c'est énorme, oui. Ouais, parce qu'on vraiment. a professionnalisé notre combat, parce qu'on peut être tous les jours sur le terrain. Ça fait 8 ans que je suis sur le terrain, 4 ans que ça en est devenu ma profession. Il n'y a pas eu une fois lors de mes interventions, je n'ai pas eu de victime face à moi. Que ça soit en école primaire, à partir de 8 ans, que ça soit en collège, en lycée, que ça soit en club sportif, toutes les catégories, que ça soit en formation avec 20 adultes, systématiquement, du moment qu'on intervient, dans le public, là je parie qu'il y a des victimes. C'est ça qui est terrible, c'est que partout où on passe, il y a des victimes. C'est 6 700 000 victimes d'inceste en France, mais Il faudrait presque qu'il y ait la prévention à l'école, en fait. Dans une classe de Non, mais Eric, 6e, justement, dans une on classe va- de 6e on va en en parler, France on va en aujourd'hui, parler de ça. combien d'enfants, estime-t-on, ont été On victimes va en parler. de pédo alors les chiffres donnent 2. Moi, je vous invite à venir sur une intervention, avec moi, sur une intervention dans une école. On parle de toutes les violences sexuelles. À partir du moment qu'ils sont équipés d'un portable, j'ai eu encore le cas hier, j'étais pour l'UNSS à Paris où on travaillait, il y avait une grosse journée. On avait des petits groupes de 20. Ben, tous avaient reçu un sexe en photo d'une personne qu'ils ne connaissaient pas. Ou Quel tous âge? ont Les reçu enfants de quel âge? de 6e, à partir de 6e. Mais bien Du sûr. moment qu'ils sont équipés d'un portable, ils reçoivent des saloperies comme ça. Bernard, pardon, qui voulait Non, prendre mais la d'abord, parole. merci encore une fois, Sébastien, même si je connais bien sûr l'histoire de J'imagine, Sébastien par cœur. D'abord, on a un partenariat, effectivement, qui s'est arrêté au 30 juin, mais je peux te garantir que, bien sûr, qu'on va le renouveler. Mais tu parlais de prévention, mais c'est très, très important. On a fait 2 choses avec Sébastien. On a mis un numéro d'appel, déjà, pour les gens qui sont dans les clubs. Et on a mis ensuite un mail, sosviolence@ffr.fr. La vice-présidente en charge de ce secteur me disait plus de 100 appels en un an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, attention, il y a un comportement d'un éducateur, d'un bénévole, d'un dirigeant qui me semble douteux. De suite, on met la machine D'accord. en activation. C'est ça qui est très, très important. Donc la prévention, elle est importante. Et la deuxième chose, c'est la formation de nos éducateurs. Et nous, aujourd'hui, on a signé avec Marlène Schiappa la semaine dernière un module pour préparer les gens à la déradicalisation. Mais on a aussi préparé les gens contre les violences faites aux jeunes. Parce qu'un éducateur, il a bien sûr pour rôle d'enseigner le rugby, mais il n'a pas que ça. C'est une évidence. Et pour ça, il faut qu'il soit formé, parce que souvent, il me disait, mais comment on fait? Il faut être formé. Et donc, le rôle des associations comme celle de Sébastien, c'est primordial. Et il faut que ce soit relayé par les fédérations. C'est une évidence. Et je vous garantis, sosviolence@ffr.fr, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on fait, nous, de suite? Hop, on appelle la gendarmerie, regardez, allez voir le club, allez voir le président, et puis enquêter sur ce truc. Mais des fois, il n'y a rien. Mais Oui, au bien moins, sûr, oui. mais bien sûr, Oui. et heureusement, vous voyez. Mais encore une fois, la prévention, elle est fondamentale. Renaud et ensuite Rocaille. C'est intéressant, évidemment, votre intervention, Sébastien, parce qu'on est parti quand même en 2009 à 2 millions d'incestes, on est à 6,7 millions maintenant. Ça veut dire que c'est exponentiel. Il y a près de 160 000 gamins qui sont abusés. Donc c'est quelque chose de phénoménal. L'augmentation, évidemment. c'est aussi qu'il y a plus de gens qui Et oui, révèlent, qui révèlent qu'ils ont été parlent, violés. qui parlent tout simplement. C'est pas Il faut forcément savoir une quand même augmentation des cas. que le gouvernement a bougé là-dessus. Adrien Taquet a fait quand même du boulot avec la plateforme, la fameuse plateforme qui est quand même intéressante à mettre en avant. Mais il faut compter pas que sur le gouvernement avec des numéros d'appel et autres choses. Il faut compter aussi sur le monde associatif. Je pense à l'association que soutient Cyril, les Papillons. Mon ami capitaine de police Laurent Boyer, Ouais. qui est un garçon boulot formidable. formidable. Qui n'est pas aidé, Laurent. Oui, mais je vais n'est en pas venir aidé, à l'éducation nationale. Ils vont prendre un but. Ce garçon-là met des boîtes aux lettres pour permettre aux enfants qui ne peuvent pas parler de mettre des petits mots dans cette boîte aux lettres et les mettre dans les écoles et les collèges. Ben, il faut savoir qu'il a 1000 représentants en France qui sont capables de le faire. Et il faut savoir qu'il y a des collèges, des inspecteurs d'académie, des responsables académiques de l'éducation nationale qui refusent. Oui, il nous a Voilà, fait il part faut sur le ce dire, plateau il faut même, il y dénoncer. avait une J'espère résistance et une que Taquet, au lieu d'une mais il le sait, coopération. Absolument. Taquet comme Il le Blanquer sait. le savent, c'est scandaleux. Donc il faut que tout le monde se prenne par la main là-dessus et puis pour qu'on vienne vraiment en aide à Laurent, qui est un formidable personnage, capitaine de police. On connaît ce qui lui est arrivé malheureusement, mais C'était voilà, une c'est victime, un faut le engagement rappeler, oui. de long terme. Mais ensuite, et vous le disiez très bien, c'est la formation des gens
pour prendre en charge ces gamins. Parce que c'est tellement exponentiel la problématique. On tombe sur les gosses, on a besoin de gens formés en termes de psychologie, psychiatrie et autres. Et ça, la bataille n'est pas encore gagnée. On a encore beaucoup de chemin à faire là-dessus. Alors, je ne vais pas rebondir sur l'association de Laurent. Effectivement, je comprends son désarroi. Je pense qu'il faut se structurer avant d'intervenir. Il ne faut pas se retrouver avec un bout de papier à faire une enquête dans une école pour savoir qui a posé le papier. Je pense qu'il a peut-être un outil qui peut être bien. C'est intéressant. Mais on a malheureusement beaucoup de retours, nous aussi, de cette association. Je salue son travail, je salue bien sûr son témoignage. Je lui ai déjà dit, je le dis encore à une de ses collaboratrices à midi, il faut qu'il structure son travail. Parce qu'il y a des dysfonctionnements. Je pense que ça peut être quelque chose qui est efficace, mais il faut qu'il se structure. Simplement, la formation de ces bénévoles. Nous, tous les intervenants de l'association... Ça, c'est très important. Les formations, c'est évident. Tous les intervenants de Colosse au Pied d'Argile sont formés à l'accueil de la parole de la victime. C'est-à-dire qu'on va avoir une posture face à une victime, puisque systématiquement qu'on intervient, on la reçoit. Systématiquement, il faut avoir la bonne posture. Et quoi faire de ce témoignage ? On a des passerelles avec des commissariats, des procureurs, des groupements de gendarmerie, justement pour faciliter cette libération de la parole, mais surtout l'accompagner. C'est bien de la libérer, après il faut l'accompagner. Et le travail le plus compliqué, c'est pour ça que j'ai voulu professionnaliser notre combat, c'est justement l'après, le post-intervention. Et c'est ce qui est primordial, parce que venir intervenir, libérer la parole, des fois elle va se libérer un an après. Et soigner. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait de cette parole ? C'est pour ça qu'on est structuré comme ça. Vous avez des subventions de l'État ? On a des aides étatiques, mais nous, pour professionnaliser notre combat, on a été obligé de tarifer nos interventions. Comme je dis souvent, celui qui a envie de faire la chose trouve les moyens. Celui qui n'a pas envie trouve des excuses. Donc, si on veut... Très bonne formule. Non, mais voilà. Donc, il faut professionnaliser ce combat qui est nécessaire et ô combien compliqué par rapport à ce qu'on reçoit. Rokhaya. Merci beaucoup pour votre témoignage et pour le travail que vous faites qui est extrêmement important. Vous avez dit que vous étiez engagé, en tout cas dans la prise de parole, depuis 8 ans. Or, cette année est une année très particulière sur ces sujets-là, puisqu'il y a eu le MeToo inceste au début de l'année qui a permis à énormément de gens de s'exprimer. Ce que je comprends de votre témoignage et de ce qu'on entend généralement, c'est que ce qui caractérise l'inceste, c'est surtout le silence et le fait que les victimes, en fait, dès lors qu'elles s'expriment, soient expulsées en fait, de leur cercle familial. Parce qu'en réalité, il y a un consensus social assez établi autour du fait que l'inceste, même quand il est connu par les gens de l'entourage, on préfère protéger les agresseurs plutôt que de protéger les victimes. Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec cette parole qui s'est davantage répandue cette année, notamment avec ce MeToo inceste, que votre travail est rendu plus facile et qu'on comprend mieux ce que vous faites, ou est-ce que vous avez l'impression que c'est toujours aussi compliqué qu'auparavant ? Non, le sujet est sur la table, donc c'est beaucoup plus facile que quand j'ai créé l'association il y a 8 ans. Je faisais du commercial, je tapais au club, bonjour, voilà ce que je fais, c'est bien ce que tu fais, mais va voir ailleurs, on n'a pas de soucis. J'ai hâte qu'il y ait un autre livre qui sorte. À chaque fois qu'il y a un livre qui sort en début d'année, on passe une étape. Ça a été le cas dans le sport, ça a été le cas dans le cinéma, et à chaque fois, avec la Civis qui a été qui a été lancée, on va en parler je pense tout à l'heure, mais ce numéro d'appel est géré par la commission indépendante contre l'inceste et les violences sexuelles. On passe une étape à chaque fois. Les lois changent aussi en faveur des victimes, même s'il y a des associations qui ne sont pas contentes de ce qui passe. Mais nous, on est favorable, par exemple, à ce qu'il y ait un délai de prescription, parce que ce qu'on oublie, c'est que ce délai de prescription sert à beaucoup de victimes pour porter plainte. Alors, il y a des victimes qui luttent contre l'imprescriptibilité. Nous, on est favorable à ce délai de prescription, parce que je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de victimes qui vont porter plainte parce qu'elles savent qu'après, ça sera trop tard. Donc il faut le voir comme ça aussi. Et donc aujourd'hui, le sujet est sur la table et c'est beaucoup plus facile effectivement. On a, nous, une ministre des Sports qui a pris le taureau par les cornes en 2018. Dès qu'elle a pris ses fonctions, elle n'a pas attendu qu'il y ait tous ces problèmes dans le sport pour mettre en place des choses sur le bizutage, sur le contrôle d'honorabilité aussi des bénévoles. Un prédateur qui sortait de détention, il pouvait revenir dans le champ sportif en tant que bénévole et reproduire les actes pour lesquels il avait été condamné, sans filtre. Oui, changer de fédération, changer de sport. Changer de sport, changer de région. Il allait au hand, il allait au foot, c'était incroyable. Vous pouvez juste nous rappeler, il a été condamné à combien d'années de prison ? 10 ans. Ok. Bon, il a fait 4 ans et demi. Et pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Il a mis un pied en prison, il avait déjà 520 jours de remise de peine, 1 jour par semaine de conduite par les années. Donc sa peine passait de 10 à 8 ans, et au milieu de ces 8 ans, il avait le droit de... La remise de peine pour un prédateur sexuel, c'est un truc qui me dérange.